Retour en direct sur le plateau de cette émission exceptionnelle de crimes et faits divers en direct et en prime. Et je vais maintenant revenir sur ce terrible drame qui a plongé toute une famille dans un deuil brutal et injuste. Tout commence le lundi 29 septembre 2014. Bertrand reçoit un message inquiétant de sa femme. Tom, leur bébé de 4 mois, a fait un arrêt cardiaque alors qu'il était gardé par sa nourrice. Les parents accourent sur place et ils découvrent avec effroi leur bébé inconscient. Les pompiers qui sont aussi sur les lieux procèdent à un massage cardiaque et le cœur de Tom finit par repartir, mais l'enfant plonge dans le coma. Dans un état critique, il est transporté en hélicoptère jusqu'au CHU de Besançon pour être pris en charge au plus vite. Bertrand et sa compagne sont terriblement inquiets car depuis quelques jours, Tom n'est pas en grande forme. Et une fois à l'hôpital, les séries d'examens pratiquées ne tardent pas à révéler la vraie cause de l'état de l'enfant. Tom a été violemment secoué et à plusieurs reprises. Malheureusement, les parents ne sont pas au bout de leur peine car leur fils n'a plus beaucoup de jours à vivre. Son cerveau est trop atteint. Avant d'accueillir Bertrand, le papa de Tom sur ce plateau, retour sur cette journée où la vie de toute cette famille a basculé. Nous sommes à Bondeval, un petit village de 475 habitants, situé dans le Doubs, près de Montbéliard. En 2014, c'est ici que vivent Bertrand et sa compagne, avec leur fils, âgé de 2 ans. Et la famille s'apprête à s'agrandir. Au début du mois de juin, un petit homme pointe le bout de son nez. Ses parents s'étaient bien préparés à sa venue. Ils s'étaient même renseignés plus de 7 mois avant la naissance, afin de pouvoir placer leur bébé chez la même nourrice qui s'occupe déjà de l'aîné. Mais faute de place, ils ont dû chercher une nouvelle assistante maternelle agréée. Après plusieurs entretiens, leur choix se porte sur Béatrice, la quarantaine. Et ils signent un contrat plusieurs mois avant la naissance de Tom. Mais une semaine, après avoir confié Tom à Béatrice, la sérénité se transforme en angoisse. Le vendredi 19 septembre, Bertrand récupère son fils dans un état inquiétant. Il a le teint livide et semble malade. Mais l'assistante maternelle rassure le papa. Il ne s'est rien passé dans la journée. En voiture, Tom s'endort tranquillement. Mais à l'arrivée, il vomit sur son père. De plus en plus inquiets, les parents décident de l'amener dès le lendemain chez le médecin. Il diagnostique alors une banale rhinopharyngite et prescrit aux parents de quoi le soigner. Pourtant, les jours passent et l'état du nourrisson ne semble pas s'améliorer. Il se dégrade même. Le mercredi suivant, ses grands-parents viennent le chercher en catastrophe chez Béatrice pour l'emmener aux urgences. Le petit homme reste alors hospitalisé pendant 4 jours sous surveillance. Et on lui fait passer plusieurs examens. Les médecins suspectent une allergie à la protéine de lait de vache. Au bout de ces quelques jours, le petit homme semble enfin aller mieux. Il a retrouvé le sourire et le samedi, la famille rentre, soulagée, à la maison. Le lundi suivant, les parents de Tom le ramènent donc chez la nourrice, Béatrice. Mais ce matin-là, ce sera la dernière fois qu'ils verront leur fils de 4 mois en vie. En début d'après-midi, vers 14h30, Bertrand reçoit un message vocal de sa compagne. Cette dernière vient d'être appelée en urgence par la nourrice, paniquée. Tom a fait un arrêt cardiaque. Lorsqu'elle arrive chez l'assistante maternelle, la maman trouve son fils nu, sans couche, allongé sur la table basse. Elle appelle le SAMU et engage immédiatement le massage cardiaque. Quand Bertrand arrive à son tour, les pompiers ont pris le relais. Et 10 minutes plus tard, son cœur repart. Mais Tom plonge dans le coma. Il est élitreuillé au CHU de Besançon, où il est pris en charge. Et le mardi soir, les médecins vont faire une révélation lourde de conséquences. Leur fils a été victime du syndrome du bébé secoué.
et les dégâts sur son cerveau sont considérables. Le lendemain, les parents de Tom portent plainte contre X. Après 12 jours d'hospitalisation, les soignants n'ont plus d'espoir. Le 12 octobre, les parents de Tom prennent la douloureuse décision de débrancher les machines qui le maintiennent en vie. Mais alors, que s'est-il passé ce lundi 29 septembre 2014 ? La nourrice est-elle responsable ? Et comment les parents de Tom vont-ils se remettre de ce décès brutal ? Retour en direct sur le plateau de cette émission spéciale de Crimes et faits divers en prime. Bonjour Bertrand. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. On va essayer de replonger dans cette histoire douloureuse qui est toujours très présente en vous, et je le voyais pendant que vous regardiez ces images. Le hasard fait que, en fait, c'est au départ pas la nourrice que vous aviez choisie dans un premier temps pour Tom, parce que vous vouliez que Tom ait la même nourrice que son frère. Tout à fait, c'est ça. Il y avait, on voulait que les deux, la fratrie soit gardée par la même personne, qu'on connaissait bien. Malheureusement, il n'y avait pas assez de place pour... il n'y a pas eu d'extension d'agrément, donc on a dû décider très tôt, début 2014, de trouver une nouvelle nourrice agréée, pouvant accepter nos deux enfants en même temps. Et donc vous avez vu plusieurs nourrices à ce moment-là ? Voilà, on a fait le parcours du combattant, répondant à nos différents critères, en espérant que ce soit la meilleure personne. Après plusieurs visites de différentes nourrices, plusieurs visites de cette nourrice Béatrice, on a décidé de signer un pré-contrat, en tout cas un engagement, pour aller plus loin, et ceci avant déjà la naissance de Tom. Ce qui est important de dire, c'est que c'était une assistante maternelle agréée, qu'elle avait 6 ans d'expérience. C'est important parce que dans l'histoire, c'est quelqu'un qui inspirait confiance. Tout à fait, c'est quelqu'un qui avait tous les, si je puis dire, les diplômes adéquats et habilités pour garder les enfants en toute confiance, normalement. Et puis vous allez y aller progressivement pour que Tom apprenne à se séparer un peu de vous. Vous allez la laisser avec elle un jour, 2 jours, 3 jours, c'est ça, petit à petit ? Voilà, donc dès début septembre, on a décidé de 2 semaines d'adaptation. Donc 1 heure la première journée, 2 heures la première journée, la deuxième journée, après laisser la nourrice les faire manger, etc. Enfin, une période d'adaptation pour qu'à partir du 15 septembre, les donner nos 2 enfants à plein temps, suivant un rythme régulier de 4 jours par semaine. Ça, c'est le 15 septembre. Et dès le 19 septembre, c'est-à-dire 4 jours après, vous récupérez Tom, qui n'est pas bien. Voilà, le vendredi 19 septembre, je récupère Tom, qui est dans un état pas normal, en tout cas très blanc, peu actif, pas du tout actif, je dirais même, préoccupant. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on le voyait comme ça. Mais le médecin qui va la sculpter, à aucun moment ne parle de maltraitance, on parle de rhinopharyngite, je crois. Tout à fait. Le lendemain matin, dès la première heure, on emmène notre enfant chez le médecin, qui fait les constatations, l'examen habituel, mais qui, du fait qu'on lui dit qu'il avait vomi, etc., il pense à une rhinopharyngite classique. Pas de constat alarmant. Et on est reparti à la maison avec l'ordonnance et on a acheté les médicaments adéquats qu'il nous conseillait. Et donc vous le remettez chez sa nounou ? Forcément, oui. En toute logique. Puisqu'on ne pouvait pas s'imaginer à ce moment-là qu'il avait été maltraité. Et 5 jours après, le 24 septembre, nouvel incident. Voilà, le mercredi, moi j'étais en déplacement et l'état de Tom ne va pas bien. Et on a demandé aux grands-parents d'aller chercher Tom directement chez notre nourrice pour l'amener directement aux urgences. Mais ne va pas bien, j'ai envie de dire, et je mets des guillemets, il est malade, a priori. C'est ça, c'est le premier effet qu'il donne. En tout cas, à aucun moment, là encore, on se dit, il est maltraité, il est secoué. On pense que c'est peut-être sa rhinopharyngite qui a rechuté ou qui s'est aggravée, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Tout à fait. Là, les médecins parlent d'allergie alimentaire. On reste 4 jours, du mercredi jusqu'au samedi. Ils ont fait différents examens. On se relaie jour et nuit avec mon épouse auprès de Tom. Et la constatation est qu'il s'agirait d'une allergie à la protéine de lait de vache.
Mercredi, jeudi, vendredi, mercredi, jeudi, le tas de Tom était pas bien. Vendredi, il recommence à sourire. On a souhaité rester une journée de plus à l'hôpital pour être rassuré. Le samedi, sous conseil des médecins, ils nous autorisent à sortir, à rentrer chez nous. Tom sourit, actif, va mieux. Le lait semble marcher. Et puis c'est reparti pour se retrouver en famille, à nous 4. Ce qui est terrible dans cette histoire et bouleversant, c'est à quel point vous avez fait attention, à quel point vous avez été prudent à chaque étape, dans le choix de la nourrice, de prendre une nourrice agréée, dans toute l'affection que vous donnez, et ça se voit quand vous en parlez aujourd'hui encore, à Tom, que vous faites attention aux signes de sa maladie, que vous faites attention au fait qu'il a peut-être une oropharyngite, qu'il a peut-être une allergie, sans comprendre, au fond, parce que c'est impossible de le comprendre à ce moment-là, qu'il est victime de maltraitance, et tout va basculer. Là, on était mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Le lundi, vous le remettez avec la nourrice, et c'est la dernière fois que vous le voyez. Voilà, on a fait confiance aux différents médecins. On n'avait aucune raison de s'inquiéter, aucune raison de mettre leur diagnostic en cause. Je ne suis pas médecin. Tom allait mieux, donc on pensait qu'on allait sur le chemin de la guérison, en tout cas d'un retour à normal classique d'une maladie banale. Aucune pensée que notre nourrice était quelqu'un de maltraitante. Et donc, normalement, le lundi, on reprend le cursus habituel. Vous lui donnez le biberon le matin. Mon épouse donne le biberon le matin, puisque le lait était un peu particulier. Il prend entier. Donc, voilà, il prend entier. Il fait son rot sur l'épaule de mon épouse et je le vois sourire une dernière fois ce lundi matin après son biberon. Et elle allait très bien. À 14h30, ce jour-là, la nounou appelle la maman de Tom. Voilà. Elle appelle ma compagne pour lui indiquer que Tom va pas bien, il respire pas bien. Donc mon épouse, étant à 2-3 minutes en voiture, fonce chez elle et elle trouve mon fils Tom dans un état critique. Étant dans le domaine médical, elle pratique immédiatement un massage cardiaque. En parallèle, elle a intimé l'ordre à la nourrice d'appeler le SAMU, puisque la nourrice a préféré appeler mon épouse avant d'appeler le SAMU. Et pendant le massage cardiaque, mon épouse avait le SAMU, les pompiers arrivent. Et comme vous l'avez dit, moi j'ai eu un message vocal parce que j'avais pris ma journée pour me remettre des 5 jours qu'on avait passé à l'hôpital. Et j'ai foncé directement chez la nourrice. J'ai croisé le SAMU que j'ai laissé passer. Et j'ai compris que c'était pour mon fils. Et j'étais 2 mètres avant le SAMU et j'ai vu des pompiers faisant un massage cardiaque à mon fils. Parce que vous montez dans l'appartement, vous voyez votre fils. Voilà, on rentre dans la maison et directement dans le salon et je vois mon fils nu sur la table basse et un pompier faisant le massage cardiaque et le SAMU commençant déjà à se préparer pour prendre le relais. Qu'est-ce que le papa que vous vous dites en voyant ce petit garçon, il a 4 mois, on rappelle, il est tout petit, avec les pompiers, le SAMU qui s'activent autour de lui. Vous comprenez que ça peut mal tourner ? Pas immédiatement. C'est bizarre de voir un pompier faire un massage cardiaque sur un bébé et encore inconcevable sur son fils. Donc déjà, il y a un moment donné où l'information, le cerveau l'acquiert, mais il n'a pas encore traité. C'est assez bouleversant. Après, il y a dans l'action aujourd'hui de la prise en charge du SAMU, ça aussi, ça nous entraîne un petit peu dans la réanimation. Son cœur ne battait pas. Il a mis plusieurs longues minutes avant de repartir. Donc on est vraiment concentré dans ce moment. Et on ne pense plus à l'extérieur. Et on est vraiment... Chaque seconde, on est avec lui. On essaye de voir ce que les médecins font, ce que les pompiers, ils mettent des électrodes, ils mettent des médicaments, des perfs, etc. Donc on est vraiment extrêmement concentré. J'ai mon épouse qui me parle, qui m'explique un peu ce qui s'est passé. Mon épouse a fait un malaise à ce moment-là, donc je prends entre guillemets en charge, je m'occupe un petit peu d'elle. Et puis c'est tout, puisque on vit un film.
mais le film de son fils. Et donc, on n'a pas la possibilité de mettre sur pause. Et donc, chaque moment, on le vit, il nous est imposé. Et à aucun moment, je me suis posé une question de ce qui se passait. Votre fils va être emmené à l'hôpital? Oui, tout à fait. Et là, vous espérez que les choses tournent bien? Alors, son cœur est reparti, donc ça, c'était une excellente nouvelle. Un petit miracle, en fait, à ce moment-là? Oui, c'est un combattant, Tom, donc c'est un signe. On se dit... il veut vivre, voilà. Il se bat. Il se bat, et donc il part en hélicoptère au CHU de Besançon. On va directement au CHU et on retrouve Tom en salle de réanimation avec des tuyaux partout. Mais vous croyez là qu'il va tenir? Vous croyez qu'il va survivre? Vous voulez y croire? Honnêtement, on ne se pose pas la question. Je pense qu'à ce moment-là, on est vraiment conscient de la difficulté, que c'est grave, parce qu'à un moment donné, on se rend bien compte qu'une fois qu'on a eu l'information que son cœur est reparti, etc., c'est qu'il y a quelque chose de anormal caché derrière tout ça, par une maladie, parce qu'à aucun moment j'ai pensé qu'on avait maltraité mon fils. Et donc c'est sérieux. Je pense que là, l'adulte reprend le dessus et le père reprend le dessus. On se dit, il y a un souci. Et on part pour dire, on va se battre. On n'est plus déjà dans l'atmosphère de chez la nourrice, on est vraiment dans un hôpital. Et c'est un autre combat qui va commencer. Et c'est en même temps sécurisant parce qu'on se dit que tous les gens qui peuvent l'aider sont là dans cet hôpital. Il va y avoir des examens qui vont être faits le mardi et le mercredi. Vous allez apprendre qu'en fait, il est victime du syndrome du bébé secoué. Voilà, lundi à l'hôpital. Mardi soir, c'est moi qui étais auprès de Tom. Mardi soir, 21h30, la neuropédiatre avec une infirmière me prennent à part et m'expliquent et me disent votre fils a été maltraité, a subi le syndrome du bébé secoué. Avec les explications, c'est assez choquant. Très choquant. Comprenez que c'est la nourrice? On comprend. Est-ce qu'à ce moment, les premières aux explications, je pense qu'il y a eu beaucoup de questions, d'échanges énormément avec la neuropédiatre pour comprendre ce qui s'est passé, si c'était une nouvelle nourrice, leur garde, etc. Vraiment, on vient bien comprendre la chose et au fur et à mesure de la conversation, on se rend compte que le puzzle commence un petit peu à se faire et que, en tout cas, c'était pas chez nous, ça c'est sûr. Même si la police, jeudi, la police a fait les vérifications et vous avez très vite été écarté en tant que responsable, mais c'est normal que les parents soient également interrogés dans des cas comme ça. Et on avait déposé notre enfant dès 8h, un arrêt cardiaque à 14h30. Le syndrome du bébé secoué, c'est on secoue un enfant, les conséquences sont immédiates. Il n'y a pas d'intervalle libre entre l'acte et les conséquences. Donc au bout d'un moment, la conclusion était assez évidente. Et on s'est dit tout de suite, il s'est passé quelque chose chez elle. Dire que c'était elle, non, parce qu'on n'était pas là à ce moment-là. C'est pour ça qu'on a apporté plein de contre-X. Mais il s'est passé quelque chose chez elle, ça on en était sûr, et convaincus, nous, en tant que parents, que un crime a été commis sur notre enfant. Ça, c'est déclaré. Alors, lorsque vous et votre compagne, vous apprenez que Tom a été victime du syndrome du bébé secoué, vous portez immédiatement plainte contre X et non pas contre la nounou. Vous venez de nous expliquer pourquoi. Et rapidement, les médecins et leur rapport vont venir confirmer vos terribles soupçons. À Besançon, au moment du décès de Tom, le pédiatre de l'hôpital signale une suspicion de maltraitance au procureur. Et une enquête est ouverte. Rapidement, Bertrand et sa compagne sont entendus et mis hors de cause. Le corps du nourrisson de 4 mois est autopsié. Les médecins concluent que le bébé a été secoué à au moins 3 reprises. Béatrice, l'assistante maternelle, est placée en garde à vue, mais cette dernière se mure dans le silence. Les policiers n'ont pas assez d'éléments pour la mettre en examen.
Un nouvel expert est donc mandaté pour établir les causes du décès du nourrisson. Son rapport est rendu 4 mois plus tard. Et les conclusions sont sans appel. Tom a bien été secoué à 3 reprises. L'assistante maternelle est à nouveau placée en garde à vue. Et elle nie toujours son implication dans la mort de Tom. Mais elle est mise en examen et placée sous contrôle judiciaire. Au printemps 2015, lors d'une nouvelle audition, la nourrice finit par avouer avoir secoué Tom une seule fois. Son procès s'ouvre le 15 octobre 2018, 4 ans après les faits. Grâce aux nombreuses analyses et expertises, le corps médical est formel. Tom a été violemment secoué et c'est ce qui a causé sa mort. À la barre, l'accusée revient sur cette funeste journée de septembre. Elle explique qu'elle n'arrivait pas à gérer les pleurs du nourrisson. Et elle reconnaît 2 secouements. Mais surtout, au 2e jour du procès, un témoignage inattendu va finir de convaincre les jurés de sa culpabilité. La mère de jumeaux, qui était aussi gardée par cette nourrice, raconte à la barre que sa fille souffre aujourd'hui de retard d'apprentissage et qu'elle est à moitié aveugle et à moitié sourde. Des symptômes imputables au syndrome du bébé secoué. Après plus de 3 heures de délibéré, Béatrice est condamnée à 7 ans de prison ferme. Elle écope également d'une interdiction de 5 ans d'exercer toute activité en contact avec des enfants. Retour en direct sur le plateau de ce prime de Crime et Faits divers avec Bertrand, le papa de Tom, qui est toujours avec nous. Alors vous l'avez compris, le petit Tom est hélas décédé parce que le 12 octobre, en fait, les médecins vous ont expliqué que son cerveau ne marchait plus, que son cerveau était mort, en fait. Voilà, c'est tout à fait ça. Tout au long des 12 jours, il a eu de multiples examens et des IRM pour voir l'évolution. Sur les images, on pouvait voir clairement que le cerveau s'atrophiait. Et son cerveau était mort, tout simplement. Qu'il n'y avait plus aucune possibilité de récupérer Tom, même handicapé. Donc ça, c'était le vendredi 10. Et donc, il devait... on a longuement discuté avec les médecins et la conclusion était assez évidente, pour nous, parents en tout cas. Pendant cette hospitalisation, Tom souffrait aussi, il était sédaté à un haut niveau pour éviter de souffrir. Les conclusions étaient évidentes, son cerveau est mort, il ne pourrait plus se réveiller et puis respirer de lui-même, il était branché de partout. Et c'est les machines qui le maintenaient en vie, si je puis dire. Et c'est posé la question facilement de... il va falloir définir à quel jour et quelle heure on va débrancher notre enfant. Vous avez hésité ou pas? J'ai pas hésité. J'ai posé beaucoup de questions pour savoir... Pour moi, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. On veut croire, je pense, quand on est parent, on veut se dire, il y a peut-être une toute petite chance, mais une chance que ça reparte. Je pense que ce n'est pas de la chance, c'est de la volonté de se dire est-ce qu'on a tout exploré? Parce que les précédentes rendez-vous médicaux qu'on a eus, on s'est trompé. Et donc cette fois-ci, je veux être sûr que ça soit la bonne. Et donc c'est pour ça que j'ai demandé à voir les images d'IRM, je voulais comprendre. Et on est sur un fait accompli et c'était très clair, les explications étaient très claires de l'équipe médicale. Et donc on est allé dans cette étape-là d'arrêter les souffrances de notre fils. Et le 12 octobre, je crois que toute la famille défile pour lui dire au revoir. Voilà, on a informé toute la famille pour leur proposer de dire un dernier au revoir à leur fils, leur frère, leur petit-fils, leur neveu. Et après, on a décidé le dimanche, avec le corps médical, à 14h, de le débrancher. Comment ça se passe?
Ben, ça prend du temps. Ils ont le corps médical l'a débranché, on l'a pris avec nous. C'est une volonté de l'accompagner. Vous l'avez pris dans les bras? Tout à fait. J'ai pas réussi à le sauver. J'ai pas réussi à empêcher de ce qui lui est arrivé. Et je pense que mon obligation et ma volonté était de l'accompagner et d'être avec lui ensemble et de pouvoir passer cette dernière étape. C'est dur parce qu'on ne s'imagine pas comment ça peut être. C'est pas comme dans les films. Oui, en fait, il ne meurt pas tout de suite. Ça a duré Non, 2 tout à heures, je fait. crois. Voilà, donc il l'a débranché, on a arrêté les machines, et il avait été juste monitoré pour avoir son rythme cardiaque, et il continue à respirer. Et comme on pourrait dire un enfant normal. Et puis c'est au fur et à mesure des dizaines de minutes, ça a duré plus de 2 heures, qu'on se rend compte que il peine. Il peine de plus en plus. Il a du mal à déglutir, il a du mal à évacuer sa salive, et ça s'accélère. Et puis il commence à s'étouffer dans sa salive sort par le nez. Il peine de plus en plus, et on se rend compte que même en le tenant dans les bras, ça l'aide pas encore assez. Il souffre. Qu'après, il respire plus. Il respire plus et son cœur se met à battre encore quelques instants et c'est terminé. La vie l'a quitté. La vie l'a quitté. Il était dans vos bras? Oui. Une partie de moi est partie à ce moment-là et je suis content qu'on ait pu l'accompagner ensemble, qu'on ait fait ce chemin. Docteur Clerget, pourquoi c'est aussi long? Enfin, pourquoi est-ce qu'on n'aide pas cet enfant, ses parents? C'est terrible d'attendre 2 heures comme ça, avec son enfant dans les bras et d'attendre qu'il meure. Bertrand nous le raconte et je crois qu'il nous a tous mis les larmes aux yeux en racontant cette scène. Mais en fait, je ne sais pas, on fait souffrir tout le monde, non, en même temps? Ouais, ce qui fait souffrir, c'est non, mais la mort. 2 heures, c'est Oui. long. Enfin, c'est 2 heures, c'est terrible. Je ne sais pas, je ne peux pas me mettre évidemment à votre place. Je ne sais pas si ce sont les 2 heures les pires. Parce que ce sont 2 heures Où il est là encore. où il est là, où il y a une vraie proximité. On a vraiment l'impression d'être présent pour son enfant et de l'accompagner dans une étape fondamentale de la vie, qui sont évidemment les dernières heures. Donc je ne suis pas certain que ce soit les pires. Non, les pires, c'est évidemment ce qui s'est passé avant et surtout ce qu'on n'a pas pu empêcher de se produire. Mais là, la manière dont vous en parlez, on était présent et on sent qu'il était bien présent avec vous et qu'il y a eu évidemment un échange, certes court, mais absolument essentiel. C'était, je pense, essentiel pour lui d'être dans vos bras et d'être entouré de sa famille à l'occasion de la fin d'une vie si courte. 4 mois seulement. Vous dites c'était le destin? Non, non. C'est une étape impensable, imprévisible. C'est un fait, ça nous est arrivé. On a essayé de le vivre le plus propre possible. On a essayé de surmonter la pente pendant ces 5 dernières années. Il y a quelques semaines, ça faisait 5 ans qu'il était décédé et qu'on l'a enterré. On a su aller de l'avant. C'est marrant de dire ça, mais j'ai perdu un enfant. On m'a tué mon enfant. Ça
nous a ressoudés avec mon épouse. Et on a voulu en avoir d'autres. J'en ai eu 2 autres, magnifiques enfants, et on est heureux. Et je pense qu'on aime la vie, en fait. Et ça aussi, on l'a appris après le décès de Tom. On voulait avoir des enfants, plusieurs enfants, mais on a cette volonté aujourd'hui de lutter contre le syndrome du Besséqué, contre Béatrice, notre nourrice. On ne voulait pas se renfermer sur nous-mêmes, on ne voulait pas déménager, on ne voulait pas... on voulait pas qu'elle ait unième fois gain de cause. Elle a tué notre fils et puis elle va tuer notre vie d'après. Et c'est ça aussi. Moi, je l'ai vécu comme ça. C'est cette volonté d'aller de l'avant, se battre soi-même chaque jour. Cette volonté de continuer à vivre. C'est un combat contre elle et contre le syndrome. Et vous venez de dire 2 choses très fortes dans la même phrase. En fait, vous venez de dire on a tué mon enfant, ce qui est terrible pour un parent, père ou mère, de dire ça. Et vous voulez dire, aujourd'hui, on essaie d'être heureux. Voilà. Et on est heureux, même, vous l'avez dit au présent, on est heureux. Et je trouve que finalement, c'est un beau message, parce que ça ne veut pas dire que vous tournez la page. Et on le voit ce soir, ça ne veut pas dire que vous oubliez Tom. Ça veut juste dire qu'il faut continuer à avancer. Et vous essayez, mais tout en continuant à perpétrer sa mémoire, et vous le faites ce soir. Et je trouve ça très, très fort. Ben c'est ça, c'est tout à fait ça. Tom, on y pense de temps en temps, plus particulièrement septembre-octobre, parce qu'il y a des dates fatidiques. Mais c'est un peu aussi pour tous les autres parents victimes d'enfants meurtris ou handicapés à cause du syndrome du Besséqué. Ils peuvent s'en sortir. Ils peuvent réussir, c'est difficile. C'est chaotique. On a vécu 4 années avant le procès extrêmement compliquées. Extrêmement compliquées, avec une justice très longue, mais qui a abouti à sa condamnation. Mais on sait maintenant qu'on peut s'en sortir. Et je pense que c'est ça le message d'espoir qu'il faut donner à tous ces parents, pères, mères qui souffrent. C'est dur aujourd'hui, ça le sera moins dur demain. Et il y a des hauts, des bas, mais dans tous les cas, on voit le bout du tunnel. Je voudrais, Inès Gauthier, psychologue, que vous nous disiez un mot sur ce qu'on entend là, parce que en même temps, c'est bouleversant, parce que franchement, le récit que vous nous avez fait, moi, m'a vraiment touché, et presque encore plus aujourd'hui ce que vous dites, pour conclure, parce qu'on se dit qu'au fond, on peut s'en sortir aussi, malgré un drame d'une horreur absolue. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, vous continuez déjà à faire vivre Tom, et le rituel là est très important. Le fait que vous soyez pas dans le déni ou que vous en fassiez pas un tabou, mais qu'en effet, quand il y a les dates anniversaires de sa mort qui approchent, que voilà, en parler, y penser, pas en faire un secret, pour que vos 2 autres enfants ne soient pas non plus des enfants de remplacement, mais qu'il existe à part entière. Hein, ça, c'est très important. C'est important de dire que c'est pas des enfants de remplacement. Oui, exactement. C'est important de le dire ça et d'insister un petit peu là-dessus, parce que c'est juste des enfants. Exactement. C'est pas à la place de Tom. Voilà, de remplacer ou de réparer les parents, ça c'est très important. Et pour ça, il faut le faire exister. Il ne faut pas en faire un tabou. Et le rituel, donc en effet, en reparler, lui rendre hommage. Voilà, pas créer un mausolée autour de ça. Mais voilà, bien sûr. Et ce que vous avez dit, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a eu une première souffrance liée à cette tragédie. Mais si vous continuez ensuite à ne pas vivre votre vie en étant simplement dans la souffrance, bah, c'est une double peine. Donc être dans la vie, je pense que c'est le meilleur service que vous puissiez rendre à votre famille aujourd'hui, bien sûr. Et sans l'oublier. Et vous en parlez très bien de Tom en plus, Bertrand. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous en direct sur ce plateau. C'est la fin de cette émission exceptionnelle en direct de Crimes et Faits divers. Merci pour votre fidélité chaque jour en direct. Merci de nous avoir suivis pour ce programme spécial. Nous avons tenté de vous raconter ces 3 histoires bouleversantes avec ces témoins qui ont courageusement accepté de prendre la parole sur ce plateau. Merci à eux et nous allons évidemment continuer à apporter leur combat et à suivre les évolutions de leurs affaires. Merci également aux experts qui m'accompagnent chaque jour pour tenter de prendre du recul sur ces vies brisées, surtout tenter d'apporter des clés pour les aider dans cette reconstruction indispensable pour pouvoir continuer à vivre. On se retrouve demain en direct à partir de 13h35 pour la quotidienne de Crimes et Faits divers avec de nouveaux témoignages et pour revenir sur de nouvelles histoires vraies. À demain, bonne nuit et d'ici là, soyez prudents.